Avez-vous déjà eu l'impression, qu'une relation, vous videz complètement de votre énergie? Ce soir, on va parler de vampires et pas seulement de légendes. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Trois Lunes Diffusion. Ce soir, nous partons pour un voyage à travers les ombres. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Cindy Dubois, mon amie et partenaire de conférence. Bonsoir Cindy. Bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde. Bah écoute, Cindy, je suis ravie que tu sois là avec nous ce soir, pour nous partager ton savoir sur le sujet, ta lumière. Tu es passionnée par les vampires je suis très heureuse. euh, Moi aussi, je suis passionnée par les vampires et bien de pouvoir traiter le sujet avec toi d'apporter nos connaissances pour pour voilà rassembler un petit peu toutes les facettes du vampire, mais aussi pour lui donner une image un peu plus complète et puis surtout comprendre comment on peut se libérer de nos relations vampirisantes. Oui. Et c'est vrai Vas-y. que c'est un bon matching parce que ce soit symbolique, historique, le vampire, il est très complexe. D'ailleurs, ça nous a donné une fois de plus du fil à retordre hein, pour travailler sur tout ça. Donc, on va essayer de faire du mieux qu'on peut et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on s'est amusé à le préparer, ce sujet. Ben oui, c'est chouette. Et puis, pour les personnes qui te connaissent pas encore, je rappelle que tu es guide, guide dans l'histoire, hein. Tu accompagnes les personnes à travers l'histoire lors de visites, mais tu es aussi guide de l'âme à travers, tes accompagnements en cartomancie, tes accompagnements aussi en sophrologie et également en astrologie. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est super. Donc, avec toutes, voilà, ces facettes de toi, tu vas pouvoir nous apporter un regard sympa sur l'image du vampire. Donc voilà, tu nous emmènes faire une traversée voilà, vampirique ce soir. Donc ça va être chouette. Merci Hélène pour cette belle présentation. Avec plaisir. Mais tout pareil, c'est vrai que je suis toujours émerveillée de ta façon, en fait, d'amener l'histoire, la grande histoire aussi à travers la symbolique. Ça enrichit le travail des guides. Je trouve que tu guides aussi à ta manière et de différentes manières, que ce Tout à soit les fait. nombres, voilà, les symboles, le transgénérationnel. Tu as différentes clés dans ton trousseau de clés. Je sais pas si on peut dire. C'est une belle image, j'aime Et bien. voilà, j'avais l'image du vieux trousseau, tu sais, avec Ouais. pour les grosses portes, tu vois, voilà, et tu les ouvres, ces portes. Et ça, c'est Ah, chouette. c'est adorable. Merci, Cindy. Bah oui, de mon côté, je vais vous accompagner ce soir dans une lecture symbolique de l'image du vampire et on va pouvoir faire des liens, on va pouvoir faire des ponts entre cette image que tu vas nous présenter à travers les siècles et notre nous d'aujourd'hui. Donc forcément à travers nos blessures, à travers nos liens et puis notre énergie aussi. On va voir que c'est très important. Et puis, je voulais aussi vous dire que cette émission, c'est le point de départ pour les personnes qui ont aussi envie d'aller plus loin dans la libération de leurs relations vampirisantes, de leurs relations avec éventuellement des pervers ou perverses narcissiques. Et donc, avec Cindy, on co-anime un atelier lundi 30 juin à 20h30. Il reste quelques places, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour voilà, qu'on puisse vous inscrire. Et voilà, maintenant, je vous invite à vous installer confortablement et puis à ouvrir votre inconscient, votre troisième œil. Et si tu es prête, Cindy, c'est parti. C'est parti, on commence par une petite définition du vampire, parce que c'est vrai qu'on trouve un petit peu tout et son contraire. Et je voulais redéfinir les bases du vampire, je ne vais pas dire moderne, mais du vampire que l'on connaît. Voilà. Oui, Alors, j'ai trouvé une super définition dans un livre qui s'appelle La petite encyclopédie des vampires de Moquet et Petitin. Et donc, je vais vous la lire. ouais, Alors, le vampire est un type de revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires issues de mythologie. Suivant différents folklores et selon la superstition la plus courante, ce mort-vivant se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale, ses victimes devenant parfois des vampires après leur mort. La légende du vampire puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et diverses. ouais. Elle se retrouve dans toutes sortes de cultures à travers le monde. Est-ce que tu as envie de rajouter ta définition, ma chère Hélène?
Ben oui, oui, pourquoi pas. Alors en fait, la définition que je vais essayer de vous donner, c'est la définition telle qu'on pourrait la prendre aujourd'hui. En fait, toi, tu nous expliques dans cette définition que le vampire, il est partout dans le monde, il a voyagé, en fait, son image a évolué par rapport au lieu et à travers le temps. Mais moi, ce que je vais vous apporter ce soir, c'est plutôt une définition qui est plus symbolique. En fait, ce n'est pas qu'un monstre littéraire, le vampire, ni une créature de film, c'est surtout, ici, dans ce contexte-là, un archétype ancien et puissant. Parce qu'il est profondément ancré, en fait, dans l'inconscient collectif, hein. Tout le monde connaît le vampire, chacun avec ses représentations. Mais surtout, ça va être un être qui va incarner le refus de la transformation intérieure, la peur de la mort symbolique et l'attachement compulsif, eh bien une forme de survie énergivore. En fait, il est ni mort ni vivant, il est figé. Donc c'est un être, le vampire, qui est figé dans un schéma, une mémoire, une blessure. Et on va voir que du coup, en fait, cet être-là, il est en souffrance, en fait, hein. Il va se nourrir d'une souffrance. Il va répéter une mémoire aussi, hein. Ça peut faire écho à notre vie. Et puis, il a aussi cette part d'ombre qu'il fuit. Mais du coup, par compensation, en fait, il va aspirer tout autour de lui. Donc, on va vraiment voir que, à travers des exemples, pour que ce soit un peu plus buvable, hein, c'est le cas de le dire ce soir. Gardez-en. Voilà. Et Transition. ben voilà, en fait, je vais essayer de vous balayer quatre figures principales du vampire tel qu'on pourrait le rencontrer aujourd'hui. Donc on a le pervers ou la perverse narcissique. Je précise la perverse parce que souvent on parle de pervers homme narcissique, mais il y a aussi de nombreuses femmes. Et donc ça va être l'être qui va aspirer l'énergie, l'identité, la force vitale en fait de l'autre personne par le charme, par le contrôle et par le dénigrement aussi. Donc ça, c'est la première étape, enfin la première figure. La deuxième, ça va être la personne vampirisante. Et donc, en fait, cette personne, elle se nourrit, sans en avoir conscience, et bien de l'attention, de la reconnaissance, du temps et de la lumière aussi des autres. On a un autre point qui est intéressant aussi dans cette définition, ça va être le mort-vivant. Mais le mort-vivant familial ici. Je reste dans mon domaine, en fait, ça va être un défunt dont le deuil n'a pas été fait. Ça peut même être un secret, un tabou, une mémoire figée, en fait, qui continue de hanter les vivants, les descendants, si tu veux. Et pour finir, on va avoir le vampire matériel. Donc celui-ci, eh bien, c'est celui qui va envier la réussite d'autrui, qui va chercher à l'affaiblir aussi et à le pomper énergétiquement ou même financièrement, j'ai envie de te dire, comme c'est l'aspect matériel que qu'on dévoile ici. Et on va avoir tout ce qui va être lieu vampirisant également et tradition culturelle et familiale vampirisante. Donc voilà pour ma définition du vampire. Si Est-ce avec qu'on ça, vous ne savez continue pas. sur... Vas-y, dis-moi. Si avec ça, vous ne savez pas ce qu'est le vampire, eh bien, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Exactement. Du coup, on va peut-être passer, du coup, tu vas nous amener un historique, c'est ça, un petit peu de la figure du vampire à travers les siècles? Exactement. Ok, Alors, avant de commencer, je voulais remercier deux personnes. Alors, je ne sais pas s'ils tomberont sur notre conférence, mais parce que je trouve que vraiment leur travail est tellement riche en informations. Alors déjà, Jacques Sirjean, qui est vampirologue. Et oui, parce que c'est un métier qui existe, vampirologue, mes chers amis. génial. Ouais. Et donc, j'ai eu le plaisir de côtoyer plusieurs fois et qui propose donc des visites guidées sur le thème de la vampirologie, pardon, et pas que d'ailleurs, hein, sorcellerie, etc., notamment au Père-Lachaise, hein, au Ouais. cimetière parisien. Et vous avez aussi alors un musée. Alors, il a fondé donc un musée sur les vampires et il a une collection incroyable d'objets divers et variés du monde entier. Donc je vous invite à aller googliser pardon, son nom pour voir Eh ses oui, livres. Il est auteur, il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, donc il est passionnant. Et puis j'aimerais aussi parler de Ludovic Richet, alias Arcana, les mystères du monde, hein, c'est le nom de sa chaîne YouTube parce qu'il a également donc fait un travail assez incroyable sur génial. le sujet de la vampirologie. Je te l'ai partagé d'ailleurs, Ouais. Hélène, et je suis son travail depuis un petit moment et je trouve que son contenu est de qualité. Donc voilà, c'est important aussi de faire partager les contenus fiables et puis Ouais, les ressources, les voilà points les de vue. ressources. Mm. Hein, voilà je trouve que vous allez passer un bon moment en tout cas si vous regardez son émission.
petite parenthèse fermée. Je commence donc l'histoire. Alors, il faut savoir que les vampires, les créatures, surtout vampiriques, elles existent depuis tout temps, sur tous les continents. On a par exemple le Chupacabra, qui est donc une sorte de monstre. Ça ressemble un peu à un chien. Alors, je crois avoir une image, mais je ne suis pas sûre. Sinon, je vous en enverrai. Alors, hop, partage. Ok. Normalement, ça devrait apparaître. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si tu la vois, Hélène. Non, Cette pas encore. Oui, ça y est. Ah oui, en effet. Voilà, c'est sympa, hein. C'est le C'est une chien, créature quoi. C'est celui qu'on n'a pas du tout envie d'adopter, hein. exactement qui prend le sang des chèvres. C'est une créature un peu, voilà, un peu monstrueuse qu'on peut trouver en Amérique latine, apparemment. Oui, Mais le véritable mythe du vampire que l'on connaît, il puise ses sources, ses racines dans le folklore slave, roumain, vraiment l'Europe de l'Est, hein, pour faire général. Et donc, à la base, on peut dire que tout part du sang. oui, Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'énergie vitale. Quand on tue quelqu'un, le sang part du corps et la vie n'est plus. Donc, automatiquement, pour honorer les divinités, on va commencer à les nourrir de sang par des sacrifices d'animaux, voire d'humains. Donc, on a ce lien avec le sang depuis tout temps, depuis l'origine de l'être humain. Et c'est aussi une façon de rentrer en connexion avec les défunts. Je prends l'exemple de Tirésias avec Ulysse, qui va consulter donc ce défunt Tirésias et pour avoir des informations, parce qu'il avait des dons de voyance, eh bien, il va donc sacrifier une brebis noire et donc Tirésias va laper le sang pour prendre de oui, l'énergie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on avait peur des défunts, des revenants, des non-morts, hein, appelez-les comme vous le souhaitez. Donc, parce qu'on avait peur qu'ils viennent nous prendre l'énergie vitale qu'ils n'ont plus. oui, D'accord? Donc, on commence à avoir la définition, enfin, deux profils, prototypes différents de futurs vampires. Le non-mort, oui, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à parfois un zombie, mais ça, j'y reviendrai. Et puis, vous avez les divinités. Voilà, donc les divinités qu'on appellera par la suite païennes. oui. Alors, il y a aussi la peur du revenant parce que bah, parfois, on n'était pas forcément très sympa avec le tonton, la tata, on lui a fait des crasses et on a peur que cette personne revienne nous hanter. Eh oui. Ça, c'est valable sur tous les continents, on a toujours cette peur. Donc, Eh pour être oui. gentil, on va faire des offrandes, voilà, pour être sûr, pour le contenter. Et puis, Mm. on a donc par la suite donc les religions monothéistes, donc juives, musulmanes, chrétiennes. Et donc, on va commencer à diaboliser le fait que les revenants viennent nous hanter. Une Oui, personne qui est morte ne peut pas revenir à la vie. Donc, automatiquement, c'est une créature de l'enfer. Il y a aussi donc le problème des divinités de l'ancien monde, de l'ancien temps, on va dire, de l'Antiquité, qui deviennent donc des divinités diaboliques. eh oui. Alors, je pourrais prendre l'exemple de Lilith, qui est Oui. donc dans la Kabbale juive, qui est donc la première femme donc d'Adam, qui n'a pas voulu se plier aux règles. Alors, il me semble que j'ai également une photo. J'avoue que j'ai un petit faible pour Lilith, moi. Alors, désolée, j'ai parlé trop vite. Ah si, voilà, j'avais mal regardé. Moi aussi, j'aime beaucoup Lilith, ma chère Hélène. Je l'aime énormément. Je trouve Ah qu'elle... oui. Bon, ça, je pourrais en parler pendant des heures. L'élément rebelle. On Eh oui. s'inspire d'une divinité à la base babylonienne. Donc Lilith, voilà, elle a évolué, c'est devenu une créature tentatrice, maléfique. C'est une femme, bien évidemment, donc elle est maléfique, hein, forcément. Et donc voilà, on a plein de créatures de l'enfer qui vont donc prendre le sang des êtres humains. Alors j'aurais pu citer aussi une créature donc de l'Antiquité qui va se diaboliser, c'est la Strige. Oui. Alors je vais vous nous montrer aussi, pardon, la photo de la Strige. On la connaît sous cette forme sur Notre-Dame. Ça va peut-être vous parler. La strige, c'est donc cette chimère qui pense, qui est donc qui regarde Paris. Et à la base, donc la strige dans la mythologie donc grecque,
gréco-romaine, c'était un démon femelle. Alors attention, on n'a pas d'enfer, paradis, on n'a pas de Oui, bien ou de mal. Donc il y a des divinités qui peuvent être très malfaisantes, des démons, mais c'est pas la même symbolique que avec l'avènement du christianisme, hein, qu'on oui, soit c'est bien pas aussi d'accord. manichéen. Oui, oui, tout à fait. Mais donc c'était un démon qui prenait le sang des êtres vivants, des humains, hein, qui prenait aussi les nourrissons, qui les tuait, qui parfois les dévorait, on dit, hein. Donc, c'est aussi les prémices du vampirisme. Et oui, Voilà. Donc, elle va évoluer au Moyen Âge et au XVIe siècle. Elle va prendre un tout autre aspect. Et donc, on va avoir le problème donc, de ces divinités qui persistent, mais on va aussi avoir un problème hein, avec les morts qui reviennent à la vie, donc ces créatures de l'enfer. et Eh oui, bien, elles ne peuvent pas revenir à la vie, ces personnes, parce que normalement, ce sont de bons chrétiens. Et normalement. un bon chrétien va au paradis ou sinon en enfer. Mais là, on est embêté. L'Église, elle ne sait pas trop quoi faire parce que on n'avait pas Internet. Hein, il faut savoir qu'il y a des croyances qui ont persisté. Hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on n'y croit plus. Dans beaucoup de contrées, on continuait d'honorer des divinités païennes et de continuer des rituels pour empêcher les morts de revenir à la vie. Chez les catholiques, on va inventer le purgatoire. Donc le Oui, purgatoire, voilà, ils reviennent, donc ok, très bien, ce sont des chrétiens, mais ils n'ont pas été tout à fait nickel, ils donc on étaient pas va... clean. Ouais, Voilà, ils ont été pas clean, donc il y a le purgatoire entre deux et la frontière avec le monde des vivants est mince, donc ils peuvent revenir à la vie. Par contre, donc le purgatoire n'existait pas, il me semble, chez les orthodoxes et les protestants, donc voilà, c'est vraiment plus spécifique aux catholiques. Alors, j'aimerais aussi ajouter quelque chose parce que je parlais d'Europe de l'Est, mais les créatures vampiriques, c'est beaucoup plus Europe de l'Est parce que nous, on a les lycanthropes ou les oui, loups-garous. les Voilà, on loups-garous. est une terre à loups-garous, hein. Oui. Cependant, les loups-garous peuvent revenir sous les traits de vampires Ah oui, s'ils meurent, voilà, ils peuvent revenir sous les traits de vampires dans certains intéressant ça. genres Mm. régionaux. Et Pardon? oui. Non, je dis c'est intéressant ça. Ah oui, mais de toute Ces façon, c'est pour mutations, ça, là, ces je fais une métamorphoses généralité. là. Ouais, Ah oui, complètement. ouais, Parce que là, j'essaie vraiment de faire général. J'ai galéré, je ne te cache pas, parce que dans certaines régions, on a des différences. Mais ça, c'est pareil pour les vampires, on le verra tout à bien sûr. l'heure. C'est, voilà, je fais vraiment le plus simple possible. Et donc, on va véritablement découvrir ce folklore à partir du XVIIIe siècle, parce que on a ce monsieur qui s'appelle Don Augustin Calmet, et qui va se documenter sur ces folklores d'Europe de l'Est. Alors, je crois que je l'ai également en photo, ce monsieur Augustin Calmet. Et donc, lui, il va Ouais. commencer à écrire différents ouvrages sur les vampires, qu'on n'appelait pas encore vampires. Il y a les youpires, il y a les dampires, il y a aussi les broucolaques. Alors, pardon, vous avez les broucolaques, mais vous avez aussi les bricolacaches chez les Balkans, parce que broucolaque, c'est plus chez les Grecs. Il y a les Ok. Moroïs, il y a les Strigoi, j'y reviendrai. Ouais, mais c'est vaste, c'est fou. Ouais, ouais, Ah, ouais. il faut savoir que rien que chez les Roumains, on a 15 à 20 types de revenants, D'accord. déclinés en 8 types. Alors ça aussi, on le verra dans la description tout à l'heure, 8 profils différents de revenants. D'accord. D'accord? Donc lui, il va tout documenter dans un ouvrage. Alors tiens-toi bien, le titre est long. Ça s'appelle Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie. Rien que ça. Amen. Amen. Et donc, voilà, on va vraiment commencer à avoir de la matière au XVIIIe siècle. Alors, c'est marrant parce que c'est le siècle des Lumières, mais on va découvrir donc ce folklore qui a toujours existé, parce qu'on dit Ouais. XVIIIe siècle, mais depuis tout temps, on craint donc les revenants et on avait des rituels pour les laisser dans leur cercueil, s'ils en avaient, bien sûr. Alors, pourquoi on avait peur des Excuse-moi, revenants? Cindy, tu reviens en écran Ah, pardon, oui, Ouais, non, excuse-moi, je vais laisser donc t'inquiète pas. Augustin Calmet. Ouais. Pas Voilà. Augustin. Allez, il est gentil, mais il a fait son temps. Alors, faudrait pas que je parle de lui comme ça, sinon on Revenir, fais va avoir attention, des hein. soucis. Merci. Alors, donc on a donc le mot vampire qui va apparaître donc vraiment au XVIIIe siècle. Donc c'est un mot donc anglais dérivé de vampire, donc sans e, donc je le prononce très mal, mais allemand, dérivé donc de youpir, dampire, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc différents langages d'Europe de l'Est.
Et donc, il faut savoir qu'en Europe de l'Est, on avait très peur des revenants parce qu'on avait une mauvaise connaissance de la médecine. Hein, il faut se mettre à la place de ces personnes qui, Oui. du jour au lendemain, il y avait toute une population qui était décimée. Mm. Alors, nous, on avait les sorcières, mais eux, c'était la faute à tonton Gilbert qui était mort la semaine dernière. Il fallait Ouais. donc vérifier, il fallait le punir, il Fallait un fallait lui mettre responsable, hein. le feu. Ah oui, bien évidemment, il faut toujours quelqu'un. Toujours, ça n'a pas changé coupable. d'ailleurs. Ah, c'est oui. Oh là là, oh que non. Et donc, il y avait des épidémies depuis tout temps. Donc, la rage. On avait aussi une maladie qui s'appelle la porphyrie et qui donne des traits du vampire actuel, tu sais, qui Ouais. craint donc l'ail. L'ail, c'est pas bon pour eux. Ils ont des grandes canines parce que la gencive, elle se détériore, donc elle se retrousse, elle est Ah rouge, oui. très Mm. rouge, comme s'ils avaient pris du sang. Ils ont un teint très cadavérique. Et ils craignent le soleil. Donc ces pauvres personnes étaient atteintes de porphyrie, mais on se disait, bah, c'est des personnes diaboliques. Ouais. Et puis il y a les maladies psychiques, bien sûr, ça a toujours existé. Hein, donc des gens qui se nourrissaient de sang aussi, mais on se disait c'était des vampires. Ouais. On a donc les mauvaises connaissances aussi sur la putréfaction, en Oui. fonction du sol, en fonction des Absolument. conditions. Donc je ne suis pas médecin, mais voilà. On peut avoir un corps qui peut rester bien conservé pendant longtemps en fonction du sol où il est. S'il a été enterré dans un cercueil, sous un linceul, enfin voilà. Il y a plein de paramètres. Oui. Et puis, on a aussi les personnes qui étaient enterrées vivantes. C'était alors non seulement, alors ces pauvres personnes avaient le traumatisme de se retrouver enterrées dans la terre ou dans un cercueil, donc ils activaient une petite cloche et on se disait, oh là là, la personne est toujours en vie, c'est un mort-vivant, donc on va lui mettre un pieu dans le cœur. Je repasserai, là Ouais. je vais rapidement sur, On en reparlera. on Ouais. en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y avait aussi le fait que des gens étaient toujours en vie et qu'ils ressortaient de leur tombe ou alors d'un tas, un amas de corps en décomposition. Ils voulaient juste rentrer à la maison et on allait les tuer une deuxième fois. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on a eu tout ce type de revenants, de folklore, donc de mythes, Strigoi, Bien sûr. Broucolaque, etc. Mais au 19e siècle, tout va changer. Tout va changer parce qu'au 19e siècle, on a envie de s'affranchir de la religion, on a envie d'être coquin, on a envie de parler sexualité, on a envie de braver l'interdit. Eh Et oui. donc, on va avoir l'apparition des romans gothiques. Alors, les romans gothiques, on pense tout de suite à Bram Stoker, Eh mais oui. avant Bram Stoker, on a eu John William Polidori. Alors, en 1819, Oui. c'était un ami de Lord Byron. Alors, ami, mais ils vont se disputer. C'était un certain personnage apparemment, Lord Byron. Et il va d'ailleurs aussi avoir une petite aventure avec Mary Shelley, pardon, qui est la créatrice, l'autrice de Frankenstein. Oui. Donc elle est très jeune d'ailleurs quand elle a créé Frankenstein, elle avait 16 ans. Hein, donc ils vont avoir une petite aventure, il va donc côtoyer différents poètes, artistes, etc. Et il va donc s'inspirer d'ailleurs de Lord Byron pour créer son roman Le Le Vampire. vampire. Mm. Le vampire qui est le premier, on pourrait dire, vampire aristocrate, qui se fout de la morale, qui va aller braver l'interdit, voilà, donc qui ressemble aussi au futur Dracula, qui est beaucoup plus démoniaque qu'un Dracula, mais je vais en parler tout de suite. Et puis on a aussi alors je dis le premier, mais je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas le premier à ma connaissance que j'ai trouvé, roman saphique donc vampirique. Saphique, ça veut dire donc c'est roman lesbien. C'est Carmilla. Oui. Carmilla, donc, est une vampire. Alors, pour la petite histoire, c'est une jeune fille qui est voyagée avec sa mère. Donc, sa mère rencontre un papa et sa fille, donc de bonne famille. Et Ok. donc, elle leur confie, parce qu'elle doit voyager, sa jeune fille, donc Carmilla. Et le papa dit OK. Donc, sauf que cette jeune fille, en fait, c'est une vampire et elle va se nourrir de, de Laura. Donc, la jeune fille en question, donc la fille donc, du père qui a hébergé Carmilla. Et donc, elle va se sentir vraiment très faible. Et on va se rendre compte qu'il y a toute une série de disparitions, d'événements très bizarres autour de Carmilla. Mais c'est donc
l'aristocrate, la vampire, belle, sexy en diable. Et là, vous imaginez bien qu'un roman saphique au 19e siècle, donc c'était en 1872, ça dérange. Eh Ça ben, fascine comme ça dérange, parce que c'est interdit, encore une fois. Mais quand on parle de romans, donc de vampires, on pense tout de suite à Dracula. Alors, Dracula, bien sûr. pardon? Non, je dis Dracula, bien sûr. Oui, avec Bram Stoker. Alors là, j'ai pris bien sûr le film de Coppola, Eh oui, avec magnifique ce ce film. Dracula qui est juste sublime, Oui, je trouve. Mais alors, Dracula, c'est une créature vraiment de l'enfer, mais qui est tourmentée aussi, hein. On va se prendre parfois de sympathie. En tout cas, moi, je me suis prise de sympathie. Ai-je donc un problème? Je ne sais pas. C'est une créature qui va tourmenter euh, donc Mina Harker, Lucie, plusieurs personnages. Alors, j'ai d'ailleurs une photo de comment Dracula, donc sa véritable apparence quand il ne mange pas. Il est un petit peu moins glamour, mais là, vous avez pu constater qu'il était extrêmement beau, élégant, cultivé. Et quand il ne se nourrit pas, il ressemble à ça. ouh! Donc, on reparlera des caractéristiques. Là, j'insiste pas trop pour Ouais. pas que ce soit trop indigeste. N'hésite pas d'ailleurs à me couper si tu as besoin de dire quelques petites choses par rapport à la symbolique, mais ça va pour toi? Oui, très bien, très bien. Je rebondirai après voilà, sur quelques notions, mais oui, oui, vas-y, t'inquiète pas. C'est D'accord, intéressant. je suis lancée. Donc le 19e siècle, voilà, on va poser les bases du vampire moderne qui a peur des crucifix. Donc là, vous savez, il y a ce combat avec la religion. Je vous rappelle que chez nous, il y a eu la Révolution française en 1789 et que beaucoup ont perdu la tête, hein, des Ouais. religieux. Donc on a aussi les sociétés secrètes, le spiritisme. On s'interroge beaucoup sur la vie après la mort. Donc on est en plein questionnement. C'est l'avènement des sciences et en même temps, voilà, on a envie de savoir s'il y a une vie après la mort. Donc là, les romans gothiques, ils apparaissent dans ce contexte-là. D'accord? Et par la suite, bah, le cinéma arrive au 19e siècle, fin 19e siècle, et on va commencer à surfer sur cette nouveauté pour parler de vampires. Mm. Alors celui-là, il ressemble plutôt au Strigoi, donc aux vampires d'Europe de l'Est. Alors, il me semble que j'ai également une petite Nosferatu, une petite photo, si je ne me trompe pas. Voilà. Nosferatu, donc là, il n'est pas forcément séduisant. Non, pas tellement. Ça, c'est un film qui date de 1922, Nosferatu le vampire, qui d'ailleurs va être tout de suite supprimé. Heureusement, on a réussi à sauvegarder quelques copies, donc ce qui nous a permis de le voir par la suite, parce que la veuve de Bram Stoker, qui Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, a cherché pendant 10 ans, a fait des recherches intensives pour créer son personnage Dracula, hein. C'est important de le préciser. Il s'est inspiré donc du folklore roumain, slave. C'est aussi inspiré de Vlad Tepes l'Empaleur. Vous savez, oui, ce Volvoï, c'est un prince de Valaquie au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, donc roumain, qui s'amusait à empaler ses victimes quand il avait un coup de chaud. normal, Voilà. normal. Il s'est inspiré pour créer Dracula, c'est important quand même de le préciser. Mais tu me Il s'est... disais aussi excuse-moi, dans notre préparation que Bram Stoker était scorpion aussi. Donc pour Oui, créer son personnage, ça aussi c'est intéressant. Mm. ah bah forcément, forcément, il faut le dire. Eh Il n'y a que oui, le scorpion pour pour parler comprendre. à la vision des vampires. Non, oui, il était scorpion. Il me semble qu'il était du 8 novembre d'ailleurs. Oh, tu vois, je suis du Voilà. 7, on n'est pas loin. Ouais, du 18. Et tu vois? Mais en tout cas, voilà, et puis il avait l'air d'être passionnant et humain, ce monsieur. Enfin voilà, j'ai Ouais. appris un peu à découvrir le personnage et je me suis pris d'affection. Mais en tout cas, Bram Stoker, donc décédé quand le film a été montré pour la première fois, Ouais. sa veuve a poursuivi Robert Eger ou Eger, je ne sais pas comment ça se prononce, le réalisateur du film, pour plagiat.
Même si Oui, on avait changé les noms, pour elle, c'était du pur plagiat. Donc, ça a été vraiment retiré. Il a oui, perdu, hein, le réalisateur au procès. Mais voilà, on a réussi à sauvegarder quelques exemplaires pour pouvoir le montrer par la suite. Et donc là, on va voir défiler les films de vampires. On a notamment, donc on reste sur le vampire aristo séduisant avec Bela Lugosi. Bela Lugosi, d'ailleurs, qui a, paraît-il, sombré dans la folie. Il était vraiment possédé par son rôle et il se déguisait en Dracula. Il ne quittait pas son costume. C'est ce que j'avais lu de l'acteur. Donc là, on est vraiment voilà, sur ce vampire riche et maniéré. oui. Et puis, on va surfer sur, on va pas dire le grotesque, mais on va un petit peu Ouais, tourner la parfois. caricature un peu quand même du vampire. Ouais, Oui, parce que les films de la Hammer, alors c'est les années 58-72, hein, ouais. avec Christopher Lee, talentueux Christopher Lee, qui est très puissant, c'est le vampire qui ne craint rien, sauf les crucifix. Et là, on le voit, mais partir. Donc, ça peut faire sourire parfois, et puis il y a un message derrière. C'est la religion, finalement, la moralité triomphe de tout. Et oui. Mais, on va avoir un bascule, on va dire, quelques temps après. Reviens en écran, en Oui, plein écran si tu veux je bien, ouais, cherchais parce que le bouton. ça grésille avec l'image. Ouais. Ah, pardon, ça va, ça Ouais, grésille c'est pas? bon, nickel. C'est peut-être un lien avec l'image. Christopher Lee peut-être veut nous faire passer un message. Je suis parce que pour la petite anecdote, on avait commencé cette conférence et on a dû la recommencer depuis le début Et ouais, parce que ça grésillait. C'est peut-être Christopher. Écoute, Christopher, il je a un t'aime truc. bien. On va pas trop le contrarier ce soir. Ok. Alors, peut-être les images aussi, je me dis. Alors, donc, on va avoir donc Dracula. J'ai parlé donc Dracula de Coppola en 1992. Donc, vous avez vu Eh oui, donc le film l'image magnifique. donc Ouais. du film. Mais dans les années, fin des années 70-80, il y a donc une autrice de génie qui s'appelle Anne Rice qui va révolutionner les codes du vampire avec Entretien avec un vampire. Alors on connaît le film hein, avec Oui, Brad bien sûr, avec Pitt Brad Pitt. et Ouais. Tom Cruise, donc Lestat et Louis. Et là, je vous parlais d'un vampire qui est un peu plus humain, mais là, on est vraiment, il se fond dans la société, le vampire, hein. Là, on est véritablement sur des personnes tourmentées et on se prend d'affection pour leur histoire. Donc Lestat, donc, qui est à droite, a transformé Louis et Louis se morfond de tuer les gens. Donc il y a vraiment cette empathie. On ne sait plus qui est le mal, qui est le bien parfois. Voilà, Anne Rice, elle a vraiment posé les bases d'un vampire qui est victime de sa condition, mais qui jouit de la vie, sans forcément être mauvais ou bon. Il y a aussi La Reine des damnés, hein, donc il y a plusieurs ouvrages qui ont donné des films. Et oui. Et donc là, on arrive dans un vampire, un folklore, on va dire. Folklore vampirique, voilà. Arrivée des années 90 et 2000, donc plein de vampires vont émerger. Alors, Ah je oui, parle pas trop encore de la description de ce qui leur fait peur, ce qu'ils craignent, ce qu'ils ne craignent pas, les crucifix, tout ça, on en parlera tout à l'heure. Mais il faut savoir que les crucifix, ça va plus trop marcher, hein. Dans les non, années 2000-90, on va se dire que c'est un petit peu has-been et que beaucoup de gens partagent des religions différentes. Donc pourquoi le crucifix en particulier, hein? c'est ça. Alors, si on parle de vampires, je vais me faire des ennemis, mais je sais que toi aussi, tu as aimé les films. Toi Dis-moi. là, le vampire J'ai qui sort. aimé il y a quelques années, il y a même pas mal Alors, d'années, mais j'aime après, beaucoup moins maintenant. j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. J'étais jeune et naïve. C'est ça. J'aimais bien ce vampire qui scintille, qui est un petit peu d'ailleurs pervers narcissique, hein, un peu Oui, toxique un quand même. peu, oui, c'est vrai. Maintenant qu'on a les connaissances qu'on a, on le voit différemment, cet Édouard. Oui, ouais, Edouard, il a des petits soucis avec sa gestion des émotions. Mais donc, c'est un vampire qui scintille et qui vit avec la jeunesse. Voilà, le C'est ça. lycée, il va au lycée, il étudie, il se prend d'affection pour une humaine. Voilà, il se Eh oui, nourrit de sang d'animaux. Donc, on a plein de films un peu, de séries un peu teenager. Je pourrais ouais, c'est citer ça. aussi Mm. Buffy.
Ma Eh, série oui, préférée, je pense, enfin une de mes séries préférées. Buffy, c'est la tueuse de vampires. Donc là, on va avoir des vampires qui finalement ne sont pas si mauvais que ça aussi, qui vont évoluer tout au long de la série. Je pense notamment à Spike, qui est un vrai méchant et qui va avoir une relation avec la chasseuse de vampires. Et on joue un peu avec la moralité, à se dire, mais celui qui est laid, finalement, ce n'est pas l'être humain, enfin, c'est peut-être l'être humain, je veux dire, c'est peut-être pas le vampire, c'est peut-être pas le mort-vivant. Le mort-vivant aussi, il a ses défauts, mais l'être humain aussi. L'être humain ouais, peut être cruel, l'être humain peut être laid de l'intérieur. Voilà, et puis on a aussi des films d'horreur sur les vampires. Maintenant, le vampire, il possède différents visages. ouais, ouais. Mais on les verra d'ailleurs tout à l'heure dans une autre partie. Et je te laisse prendre le relais, ma chère Hélène. J'ai beaucoup parlé. Non, mais merci. Ouais, c'est vraiment sympa de voir cette évolution à travers le temps parce qu'en fait, c'est important d'aller dans l'histoire pour comprendre en quoi cette figure agit encore sur nous. Parce qu'en fait, on parle de vampire, tout le monde connaît le vampire, mais quand tu reconstruis, en fait, quand tu refais le parcours, tu comprends pourquoi ça nous impacte autant maintenant. Donc oui, au niveau symbolique, bah, l'histoire du vampire, on voit bien que c'est le vampire moderne, hein, on va dire, eh bien c'est un peu un patchwork issu de plein de croyances en fait, de croyances anciennes, de choses plus modernes, comme tu le disais, voilà, ça a été romancé, comment dire, réélaboré avec des choses plus modernes, etc. Donc il y a de l'ancien et du nouveau. Donc l'idée, c'est que toutes les figures que tu nous as présentées, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles portent toutes une mémoire. En fait, cette mémoire, c'est celle du non-repos. Ce sont des êtres qui n'ont pas le droit au repos et qui sont dans cette notion de retour. Et puis du dérèglement aussi du cycle vie-mort, en fait. C'est pas clair, tu vois. Voilà, il y a les vivants et les morts se côtoient, en fait, à travers cette figure. Donc, on va forcément parler dans l'histoire alors nous, hein, à notre échelle, hein, dans notre vie, de ce qu'on pourrait qualifier les morts injustes ou les mal-morts, ce qu'on appelle les mal-morts. Ça va être par exemple les personnes qui se sont suicidées, les gens qui ont été considérés comme hérétiques aussi, les personnes assassinées. Et j'ai même envie de dire aussi les personnes qui sont mortes à la guerre, par exemple, où on récupérait pas de corps. Donc en fait, la sépulture était vide. Donc c'est aussi cette notion de mort-vivant. La personne est décédée, mais concrètement, on ne sait pas, on a encore un espoir que peut-être, tu vois, il y a eu ces histoires-là dans certaines familles. Et puis, en fait, toutes ces morts-là, effrayantes, mystérieuses, eh bien, sont perçues comme dangereuses. Donc, en fait, l'image du vampire peut être amenée aussi sur ces personnes dont la mort, elle n'est pas claire. En fait, concrètement, le corps, il est là, il n'est pas là, ou alors la mort, elle a été dans des conditions particulières. Donc ça, c'est encore actuel, hein, malheureusement. Et eh bien, ce seraient des personnes qui n'auraient pas trouvé la paix dans certains inconscients. Il y a encore des personnes qui se disent, bah si quelqu'un s'est suicidé, il n'a pas la paix. Ça aussi, ce sont des croyances. Moi, je respecte les croyances de chacun, mais voilà, on est dans le milieu de la spiritualité. On sait aussi que bah, nos défunts trouvent la paix et c'est quand même plutôt rassurant. Donc, dans l'inconscient collectif, eh bien, ces figures hein, vampirisantes eh bien, reviennent, non pas eh bien, pour nous nuire finalement hein, dans ce contexte-là, mais plutôt pour être, comment dire, entendus, apaisés. Tu vois, c'est vraiment des êtres en souffrance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la souffrance et de se laisser manger par les vampires, mais il y a des raisons. Donc, sur le plan symbolique, on continue. C'est en fait une mort c'est le mort en fait qui n'est pas reconnu dans la famille, par exemple. Ce vampire familial, en fait, il vient hanter les descendants. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on pourrait apparenter le vampire aussi à un secret de famille, hein, parce qu'il agit en fait comme un revenant, parce qu'il va créer des répétitions, des blocages, des autosabotages chez les proches et ça se transmet de génération en génération. On va voir que dans l'inconscient d'aujourd'hui, eh bien, un enfant pourrait tout à fait, ça se voit, hein, rejouer le destin d'un ancêtre, hein, oublié ou banni. En fait, il va avoir les mêmes symptômes, il va avoir les mêmes passions dans la vie, il va avoir les mêmes mimiques, les mêmes centres d'intérêt, en fait. Ça peut être aussi un adulte qui va rester bloqué
dans une identité ancienne, en fait, à une version antérieure, en fait, de lui, comme s'il vivait dans un cercueil symbolique. Tu vois? Il reste enfermé. Et ça peut être aussi une famille tout entière qui peut porter une énergie de sang parce qu'il y a eu le sang versé, il y a peut-être eu une trahison, il peut y avoir des meurtres, il peut y avoir aussi des pactes rompus dans des familles. Donc on vient vraiment parler de pacte de sang ou de mémoire de sang dans ces familles-là. Et donc en fait l'histoire du vampire eh bien, vient nous parler de nos fantômes intérieurs en fait, de nos morts en fait qui ne sont pas honorés. Et l'idée, c'est de se demander, mais si dans notre lignée, en fait, il n'y a pas des morts dont on ne parle pas, des sujets tabous, des morts pas clairs, quand on dit, bah lui, tu vois, par exemple, il est décédé dans des conditions bizarres, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est intégré de cette manière-là et c'est transmis. Il est non mort ou il est mort bizarrement et c'est pas clair. Donc, on peut se demander aussi si on répéterait pas une histoire, en fait, qui n'est pas la nôtre. Voilà pour ma petite présentation du vampire aujourd'hui. Donc, je ne reviens pas sur tout l'historique, tu nous l'as très bien amené, mais aujourd'hui, on pourrait retrouver des empreintes comme ça, à travers des relations amoureuses vampirisantes, à travers des relations amicales vampirisantes. Il y a beaucoup, on n'en parle pas autant, mais il y a aussi, sous couvert de l'amitié et de la bienveillance, il y a des gens qui sont très vampirisants. Et puis, des collègues, des patrons, des familles, des parents, des frères et sœurs vampirisants. Ça peut être vraiment dans toutes les relations. C'est important de le souligner. Donc, le pervers narcissique, mais aussi cette personne vampirisante qui vient prendre ton temps, ton énergie, à qui tu n'oses pas dire non, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée. Cette figure-là, elle est comme ça aujourd'hui. Ça peut vous aider à vous la représenter, en fait. Et il faut savoir que parfois, même quand on va bien, à certains moments de notre vie, on peut être vampirisant aussi pour certaines personnes, sous couvert de l'amour, pour nos enfants, voilà, tu vois, c'est pour des amis. Quand on pense bien faire, parfois on peut avoir voilà, des petits relents vampirisants comme ça. Donc il y a des personnes qui fonctionnent sur ce schéma-là et c'est toxique et il faut se libérer. Mais il faut bien se rendre compte que personne n'est complètement mauvais, complètement bon et que même quand tout va bien, on peut se questionner aussi sur nous-mêmes. Voilà. C'est important de le souligner, oui, c'est pas manichéen. Parce que Ouais. souvent on entend, oui, c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Alors bien sûr, Oui. bien sûr, il y a parfois des gens qui basculent plus du côté mauvais, voilà, qui Oui. tuent, etc. Mais il y a toujours, on peut être vampirisant, et comme tu l'as très bien dit, on peut, sans s'en rendre compte, en pensant qu'on est dans le vrai, vampiriser un ami, une amie, parce qu'on va pas très bien et Ouais, va lui et ne pas accepter les limites parce qu'on est dans un besoin d'énergie, on en manque d'énergie. Ça peut être sporadique, comme ça peut être aussi la nature profonde d'une personne tout à qui fait. va Ça sans vient cesse. répondre. Ouais. Ouais, oui, vas-y. Oui, oui, et puis qui vient en fait, c'est un combat intérieur entre certaines alchimies, entre certaines personnes, entre certaines personnalités, je veux dire, et leur histoire personnelle. Mais ouais, non, je suis d'accord. Absolument, et ça vient répondre à une blessure, à des failles qui sont liées peut-être à l'enfance, dans la famille, et chez certaines personnes c'est très profond et ça devient toxique, ça rend la personne malade en fait. Mais par contre, on peut avoir quand même, il faut garder à l'esprit que c'est pas parce que on n'est pas malade et qu'on fonctionne pas sur ce schéma-là que de temps en temps on peut pas avoir un petit travers en disant bon voilà, en faisant un peu culpabiliser la personne. On va voir un petit peu hein, comment reconnaître cette façon de vampiriser ou d'être vampirisé. Mais voilà, l'idée du vampire d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Voilà. Est-ce qu'on continue du coup sur les symptômes des vampires? Voir un petit peu ce que les vampires craignent, comment on les combat, comment, voilà, à travers le folklore, qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Alors, je reprends ma petite histoire. Alors, il faut savoir que, donc je parlais tout à l'heure, j'ai pas voulu rentrer dans les détails pour pas que ce soit redondant, mais le vampire, il y a différents types de... là, ça va être vraiment la description, on est bien d'accord, hein, du vampire, les caractéristiques, c'est ça? Oui, tu vois, tout ce qui va être le sang, les pieux, enfin voilà, comment en fait
comment on le combat, qu'est-ce Et qu'il donc, craint, etc. Ouais, c'est pour être sûr d'avoir bien compris. ouais, Alors, déjà, en Roumanie, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 8 à 9 types de revenants différents. oui, Donc, souvent, la basse commune, le vampire, on le craint. Alors, le vampire, en fait, dans le mythe ancien, on a peur des morts. Donc, c'est pour auto-culpabiliser. C'est aussi pour créer un bouc émissaire. Donc, celui qui oui, est mort la semaine dernière, voilà. Mais donc, ils sont toujours très laids, voilà, ils inspirent la non-confiance. Et donc, on a la pleure. Alors, la pleure, c'est celui qui revient pour nous tuer. Donc, il peut nous appeler dehors. Donc, vous êtes chez vous. Et si vous dites, si vous répondez, vous allez mourir sous les 9 jours. Voilà, on a ce type de vampire. Sympa, hein. sympa. Après, vous avez, vous avez le frappeur. Même principe, faut surtout pas ouvrir la porte parce qu'ils peuvent prendre l'énergie vitale, ils peuvent aspirer. Et D'accord. ils peuvent aussi bah, vous sucer le sang. En fait, il y a plein de frappeurs différents. Après, il y a le visiteur. Celui qui vous rend visite, donc là, vous l'avez même pas demandé, il frappe pas, lui, il vient, Ouais, et vient vous dévorer. Ou il vous consomme sexuellement. Il y a souvent bah, toujours cette idée, même avant le 19e siècle, ouais, ouais, le rapport à la sexualité, hein, toujours. toujours. Alors, le cauchemar, pendant votre sommeil, il se nourrit de votre énergie vitale, et vous avez des cauchemars à n'en plus finir. Et puis, vous avez l'affamé qui se nourrit du sang, donc ce qu'on va retrouver par la suite. Ouais, Et l'étrangleur aussi qui peut étrangler à distance depuis son tombeau. Donc là aussi, il prend en vous tuant, en fait, il va vous prendre votre énergie vitale. ouais, ouais. Et puis vous avez aussi, alors, il me semblait, il y a le mâcheur. Donc le mâcheur, il dévore son linceul. D'accord. Donc voilà, il fait à distance, c'est pareil. Et il va vous vider de votre énergie vitale. Après, vous avez les zoomorphes, donc ceux qui se transforment en Ouais, chauve-souris. Et justement, alors, on va en venir à la construction du mythe moderne. Alors, le mythe moderne, c'est plus des vampires en fait qui sont démons quand même, qui peuvent avoir un aspect laid, on l'a vu avec le vampire de Coppola, mais qui peuvent aussi être très beaux, séduisants, une apparence soignée, une odeur, pardon, une odeur très vive, apaisante, stimulante. Regardez derrière, ouais. voilà, c'est une part assez sexy. Je parle bien sûr de toi, Hélène. Bien sûr. Et donc, vous avez, donc là, on va basculer sur le au-delà du bien et du Ouais, mal, la tentation, voilà. Donc, il y a tout qui se mêle, apparence, les cheveux, le parler, le langage, le toucher, voilà. Tous les sens sont vraiment sollicités. Et puis, alors, on a, au niveau du vampire moderne, des choses qui vont venir s'ajouter. Alors, par exemple, vous avez le pouvoir de métamorphe, c'est-à-dire que le vampire, il peut se transformer aussi, donc comme on l'a vu donc avant le 19e siècle, mais là on va vraiment avoir le contrôle des animaux. Alors il peut se ouais. transformer en loup, en chauve-souris, en chat, en brume aussi, pas forcément Brume les animaux aussi, ouais, ouais, d'ailleurs. ouais. Donc on peut devenir animal et on peut contrôler les animaux. Il y a aussi le contrôle du climat, les Oui. tempêtes Et déchaînées, Tempête, voilà, oui, je revois la scène de où Dracula, voilà. Enfin, c'est Mina d'ailleurs oui, oui, qui oui. envoie la tempête. Ouais, ouais. Exactement, oui, c'est vrai, c'était Mina, tout à fait. Il y a la force surhumaine. Le La vampire force humaine. de Bram Stoker, il a une force surhumaine qu'on va retrouver par la suite. Alors, pas chez tout le monde. Après Anne Rice, on va avoir différents types de vampires, mais souvent, ils ont une force surhumaine. Les vampires, alors, ne peuvent pas rentrer sans invitation. Bon, ça dépend. Alors, il y a eu donc ce code qui a été posé dans la littérature du 19e siècle, mais qu'on retrouve soi-disant chez quelques vampires aussi slaves. Oui. Donc, c'est pas forcément 19e siècle aussi. Après, dort dans un cercueil, ça, c'est Bram Stoker. Ah oui, Et on j'adore. a, voilà, ils ont besoin de dormir, se régénérer dans le cercueil. Et le reflet dans le miroir. Eh Pas de oui, reflet dans le miroir. Alors, il y a une théorie que j'ai retrouvée bah, justement chez Ludovic Richet, dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, je vous parlais oui, d'une Cana. chaîne Ouais, Arcana. Et en fait, ne pas se voir dans le miroir, il disait, est-ce que c'est aussi le fait de ne pas voir la laideur à l'intérieur de nous? C'est absolument. peut-être ça aussi.
Parce que donc quand vous êtes donc vampire, vous n'êtes pas aussi vivant. Donc en fait, on explique que ne pas se voir dans le miroir, c'est parce qu'on n'a pas d'âme. Donc c'est pour ça, on n'a Oui, pas de reflet. Mais il y a aussi cette explication que je trouve fort intéressante. Et puis, vous avez alors peur du crucifix, voilà, tout ça aussi, c'est des codes qui vont apparaître au 19e siècle et qu'on va par la suite abandonner chez différents vampires. Alors, Anne Rice, je ne veux pas dire de bêtises. Chez Anne Rice, on n'a donc pas de pouvoir de métamorphose. Il y en a certains qui contrôlent les animaux. Il y a la séduction, ça a le pouvoir de séduction. Ils contrôlent pas le climat, ils ont une force surhumaine, ils sont morts-vivants, ça change pas. Ils craignent le soleil, ça aussi, hein, au 19e siècle, on parle de craindre le soleil. C'est sûrement dû à la porphyrie, hein, comme je disais tout oui, à l'heure, le fait d'être voilà, hostile au soleil parce que ça peut vous tuer. L'eau bénite, donc ça, c'est les crucifixes. On est toujours donc les vampires d'Anne Rice, ils craignent pas les crucifixes et l'eau bénite, hein. ah oui, Le vampire qui n'a pas de reflet dans le miroir, chez Anne Rice, ils ont des reflets dans le miroir. Et le vampire dort dans un cercueil, chez Anne Rice aussi, j'ai noté. Et le besoin de se nourrir de sang. Ça, c'est vraiment aussi, c'est propre à tous les vampires du la 19e. base. Voilà, c'est la base, exactement. Chose qu'on ne retrouvait pas forcément avant le 19e siècle parce Oui, qu'on avait des vampires énergétiques, comme oui, tu en as bien parlé. oui. Et l'apparence physique, bon ça, voilà, on en a parlé, ça on le retrouve par la suite chez Anne Rice. Et l'invitation, on n'a plus. On n'a plus chez Anne Rice. L'invitation, on n'a Mais on plus. retrouve dans certaines séries des années 2000 comme Vampire Diaries, où ils ont besoin d'être invités pour pouvoir rentrer. Voilà, est-ce que c'est clair? Ça va? C'était pas trop brouillon Non, dans cette c'est explication? clair, c'est clair. Et puis ça va me permettre de rebondir sur tous ces symboles justement qui sont super intéressants au niveau bah, de notre inconscient, quoi. Donc je sais pas si tu as terminé. Je crois que j'ai rien oublié. Donc oui, effectivement, donc comme je te Ouais. disais, démon, Aristo, 19e siècle, Anne Rice, vraiment humain et se font... Ben, séduisant voilà, et tout. Voilà. Ouais, c'est bon, je pense que c'est bon pour moi. ça marche. Alors, bah, si vous êtes OK, moi je vais vous partager quelques symboles. euh, Comment en fait interpréter ces symboles dans nos vies aujourd'hui? Parce que dans les histoires de vampires, on va être attiré par certains éléments. Certains, ça va être le cercueil, tu vois. Moi, je me suis entourée d'un cercueil ce soir. Certains, ça va être le sang, les crocs, ça va être le miroir. En fait, je vous invite vraiment à voilà, s'il y a des éléments en fait qui vous parlent là quand on en discute, eh bien de un peu comme une guidance en fait, de vous accrocher un peu voilà, au symbole qui vous parle parce que ça peut vous donner des pistes. J'avais envie de commencer bah, par la base, hein, comme on le disait tout à l'heure, par le sang. Alors le sang au niveau symbolique, eh bien le sang, Cindy, le sang, c'est le clan, c'est la famille, le sang. Oui. Et oui, donc, eh bien, dans le mythe du vampire, le sang, eh bien, ça équivaut à une vie volée, en fait, hein. Il est vital pour le vampire, et être vidé de son sang, c'est être vidé de son essence. Donc, le vampire, lui, il n'en produit pas, donc il doit le voler, il doit le prendre à un autre. Donc, symboliquement, c'est intéressant parce que on voit qu'on est vraiment dans la dépendance, là, au niveau du sang, de l'énergie, mais de la dépendance affective, tu vois, du contrôle, de l'abus, de la domination pour le sang, et aussi dans un lien profond, les liens familiaux notamment. Parce que boire le sang, en fait, c'est incorporer l'autre, et puis c'est bah, de faire de lui une part de soi aussi. Vraiment, dans ces relations vampirisantes, il y a vraiment cette notion, c'est voilà, je te mange, quoi, tu vois, je t'aspire, je fais de toi une part de moi. C'est vraiment ça l'idée. Donc, le sang, c'est aussi tout ce qu'on hérite, hein, les mémoires de nos lignées, voilà, ce qu'on peut évoquer dans le transgénérationnel. Il y a d'ailleurs une expression intéressante, c'est le sang ne ment jamais, qui peut nous ramener en fait à toutes ces notions comment dire, de légitimité, de test de paternité. Donc, est-ce que on est né d'un père inconnu? Est-ce que on a une paternité, on a eu une paternité cachée? Est-ce qu'on est un enfant adultérin? Ou est-ce qu'on a un frère ou une sœur qui n'a jamais été reconnu? Enfin, ça amène vraiment toute cette symbolique-là, le sang. Mais il y a aussi cette pression à rester fidèle
à son clan. C'est-à-dire que même si c'est dévorant, même si c'est dur, même si ça nous fait du mal, eh bien, dans certaines familles, eh bien, on est le sang. Et du coup, dans le bon et dans le moins bon, on reste lié. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se libérer, c'est garder les ressources et de se libérer de ce qui va être toxique pour nous. Donc voilà, parce qu'on sait aussi que certains liens d'âme sont aussi parfois plus profonds que des liens du sang, ce qu'on pourrait appeler des frères, des sœurs de cœur, avec qui on se sent un peu plus soi-même qu'avec sa propre famille. Donc ça me tenait à cœur de placer en fait voilà, c'est ce symbole en premier lieu parce que dans le transgénérationnel, on parle vraiment de ça. C'est une expression que j'entends souvent dans mes accompagnements, c'est le sang. Bah oui, mais c'est le sang, c'est difficile, tu vois. On a le même sang, on est frères et sœurs, on a le même sang, on est nés de la même mère, tu vois. Enfin, ça revient tout le temps et sous certaines formes, quand c'est des familles où il y a eu des traumatismes et des choses lourdes, bah, c'est quand même une loyauté qui est encore difficile à dépasser ça. Tu vois, il y a cette loyauté au clan. Et donc, voilà, ça me semblait intéressant de le placer en premier. En second lieu, j'avais envie de parler du pieu. Alors, pourquoi le pieu? C'est ce fameux pieu qu'on va planter dans le cœur. Parce que ça vient finalement fixer. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose? D'ailleurs, oui, je viens de me rendre compte, je crois que j'ai oublié de parler du pieu, donc merci d'en parler. Je me suis Bah, écoute, quand même. on se complète. Du Oui. coup, le pieu, c'est l'objet qui va venir fixer le vampire à la terre pour pas qu'il se relève finalement. Donc forcément, on va parler de fixité. Euh, En fait, la fixité dans le transgénérationnel ou dans le monde de l'inconscient, c'est cette injonction à rester sur place. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre famille, on ne se sépare jamais. On vit tous dans le même village ou dans la même ville. On ne peut pas partir, on ne peut pas aller découvrir le monde parce que on doit rester ici. C'est la fixité. On a un héritage, on hérite d'une maison. Eh ben, on ne peut pas aller ailleurs. On ne peut pas s'en séparer parce que c'est la fixité, tu vois. C'est ça l'idée. Donc, en fait, ça peut exprimer aussi, à l'inverse, un besoin de s'ancrer. Hein, ce symbole du pieu, parfois on a besoin de s'ancrer quelque part. Et parfois, eh bien, c'est une injonction à cette fixité, à rester sur place, à ne pas avancer, à ne pas découvrir autre chose, à ne pas sortir du clan, hein, tu vois. Et donc, en fait, on perpétue l'héritage. Donc, ce pieu-là, en fait, il est intéressant aussi. Tous les symboles du vampire dans nos relations sont extrêmement intéressantes. C'est aussi dans un, comment dire, dans les relations de couple, hein. Parfois, il y a des gens, surtout avec Internet, maintenant, les gens, ils se rencontrent à distance. Et puis, il y en a certains qui imposent, en fait, moi, je bougerai jamais, c'est toi qui me rejoins. Parce qu'ils ont cette loyauté de fixité. Moi, je dois rester près de mes parents, je dois rester, c'est mon boulot, c'est ci, c'est ça. En fait, il y a cette injonction de fixité. Donc, ça me paraissait intéressant aussi. Le miroir, bien sûr, parce que c'est la base de mon travail, c'est ça fonctionne avec l'effet miroir. L'effet miroir, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on perçoit à l'extérieur de nous et le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La révélation des symboles, c'est ça en fait, ça parle toujours de nous. Donc, le vampire, comme tu le disais, il n'a pas de reflet, mais néanmoins, il est là et il ne laisse pas de traces, il est quand même là. Donc le miroir, en fait, il vient nous parler d'une identité qui peut être un peu floue, d'une âme absente ou d'un être qui n'est pas incarné, un défunt ou un enfant qu'on aurait voulu avoir qu'on n'a pas pu avoir. Ça aussi, ça peut être une relation, un souvenir, une mémoire, une blessure vampirisante, tu vois. Donc, le miroir, c'était ça que je voulais apporter. Et puis, il y a des lignées aussi au niveau du miroir, je voudrais ajouter quand même, parce que par rapport à la remarque que tu faisais tout à l'heure avec le miroir, hein, quand on veut pas voir le monstre à l'intérieur de nous, il y a des lignées où en fait on se regarde pas en face, ou alors on n'ose pas regarder les blessures parce qu'il y a eu des violences qui ont été cachées, des rôles aussi inversés. Hein, tu vois, l'autre il se prend pour la mère ou lui pour le père, tu vois, des rôles comme ça inversés, des enfants qui maternent leurs parents ou des choses comme ça. Et le miroir, c'est aussi le lieu de la dissimulation un petit peu générationnelle, hein. C'est flou, c'est un reflet qui est flou, un reflet qui est inversé. Parce que quand on se regarde dans un miroir, le reflet est inversé. Donc ça, c'est intéressant à creuser aussi. On pourra en parler Ah, si c'est ça vous sûr. appelle, mais à l'atelier, il y a peut-être des objets comme ça qui vont vous parler.
Bien sûr, l'ail chez le vampire, et bah forcément, c'est la plante qui repousse les vampires. Là, on est vraiment dans les maisons rurales, les remèdes de grand-mère, les cuisines qui guérissent. Donc là, on est vraiment sur la barrière naturelle hein, contre les énergies néfastes. Et en mémoire, ça, j'avais envie de le mettre parce que quand même, ça me tient à cœur. Les lignées de femmes guérisseuses, les lignées de sorcières qui savaient protéger leur foyer. L'ail, en fait, c'est ça la symbolique avec le thème de ce soir. Et d'ail- Ouais, Pardon. vas-y. D'ailleurs, alors là, oui, c'était souvent, comme tu l'as dit, par rapport aux remèdes de sorcières, remèdes de guérisseuses, Ouais, c'est pas uniquement pour repousser les vampires, mais toute entité négative au final. c'est ça. Et puis souvent les vieilles sorcières, alors ça on y reviendra par rapport au rituel de protection, mais Ouais, les peu filles en fait finalement d'Europe de l'Est, c'était bah, les vieilles sorcières, tu sais, qui les connaissaient matriarches. les Ouais, pour pouvoir voilà les repousser. Donc oui, 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 non, mais je suis entièrement d'accord. La sorcellerie, et même souvent on disait que les sorcières étaient derrière les morts. C'était à ouais. cause des sorcières finalement que les morts se relevaient. Donc toujours la faute Les de femmes, ces... hein. Toujours. Donc voilà, ça peut amener voilà, des mémoires de femmes qui ont été considérées différentes, des femmes qui ont été bannies, des femmes veuves un peu âgées qui étaient taxées de sorcières parce que elles n'avaient plus le droit à la sexualité, mais du coup, enfin tu vois, il y a toujours en fait ces mémoires qui tournent encore. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au cercueil. Le cercueil, eh bien, c'est là où le vampire va dormir et là où il revient entre deux attaques, en fait. Donc, c'est un lieu figé qui peut être à la fois un lieu de repos, mais de prison. Donc, le cercueil, en fait, lui, il va contenir ce qui ne vit plus, hein, finalement, mais qui continue d'exister, eh bien, dans notre inconscient. Donc, ça va être le lieu des secrets de famille, des morts qui ne sont pas pleurés, hein, aussi, des deuils non faits, hein, forcément. Et donc, c'est comme si on vivait un peu avec un cercueil symbolique, en fait, dans la maison quand un proche n'a pas eu le droit au deuil aussi, par exemple, tu vois, il y a des deuils qui sont tellement difficiles à faire, ben, c'est comme s'il y avait encore un cercueil qui trônait au milieu de la maison ou qu'une mémoire n'avait pas été libérée. Le cercueil, il fait très peur. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le choisir en fond d'écran ce soir, parce qu'en fait, ça nous parle de la fin, ça nous parle du passage, de la transition, et à la fois, ça va nous fasciner et nous faire très très peur, parce que c'est, entre guillemets, pour notre corps, notre dernière maison, tu vois. Et donc, ça fait peur, ça. Et vraiment, quand ça fait peur, au point de terroriser, au point même quand on assiste à des obsèques et tout, quand cet objet-là fait peur, c'est intéressant d'aller s'interroger parce que souvent, c'est qu'il y a des deuils qui n'ont pas émotionnellement été complètement dépassés. Ça peut nous toucher directement. Alors, il faut des années, hein, bien sûr, il y a des étapes hein, dans le deuil. Mais ça peut être aussi des deuils anciens dans la lignée. Et ça, c'est intéressant d'aller explorer ça. Je voudrais maintenant passer à la lumière du soleil qui est mortelle pour le vampire parce que la lumière forcément met à nu eh bien, ce qui ne peut vivre que dans l'ombre. Donc des fois il faut aller apporter sa propre lumière dans l'ombre pour aller bah, débusquer un petit peu ce qui nous empêche d'atteindre une version plus heureuse de nous-mêmes en fait. Et bah, c'est lever le voile hein, sur toutes les vérités, les secrets de famille, mais pas que, hein, tu vois, quand je parle beaucoup de la famille, parce que c'est mon domaine, le transgénérationnel, mais des secrets aussi au travail, dans les fratries, tout ce qui va être adultère, etc. Enfin, tu vois, il y a vraiment toute cette notion de secret. Quand on parle de la crainte de la lumière, c'est qu'on a peur que ce soit mis au grand jour, si tu veux, tu vois. Oui, Donc, c'est vrai que, il y a le côté, bah, c'est toujours ce même questionnement, tu sais, du soleil, de la lune. oui, Elle nous fascine la lune, hein, on le voit en ouais, spiritualité, la lune, elle est mise à l'honneur un peu partout. Mais il y a le côté, on n'aime pas le tranchant de la lune, tu sais, elle ouais, va de ses rayons d'argent, elle va éclairer les secrets, tout ce qui est tapis dans l'ombre, et ça nous fait peur. Mais on a ouais. quand même envie, on a cette curiosité, oui. Donc, oui, le vampire, c'est finalement ce monstre séducteur, mais qu'on a envie d'éclairer à la lumière aussi. C'est On ça, dit d'éclairer et de voir enfin son vrai reflet, en fait, ce qu'il a à l'intérieur.
Et je voudrais revenir aussi sur cette notion d'invitation. L'invitation, alors les invitations, on en a de toutes parts dans notre vie, donc pour faire les liens, c'est assez facile. Mais un vampire ne peut pas entrer s'il n'est pas invité dans la symbolique. Mais c'est une symbolique qui est extrêmement puissante. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être envahi par quelque chose si on n'ouvre pas nous-mêmes la porte, que ce soit dans des liens physiques, mais que ce soit aussi dans nos peurs, en fait. Ça t'atteint que si tu ouvres la porte, que ce soit des insultes, que ce soit des préjugés, du jugement, que ce soit des paroles de poison aussi, toutes des choses comme ça ne t'atteint que si tu ouvres la porte. Parce qu'en fait, on est dans ce moment subtil avec l'invitation où on accepte ou pas une présence toxique. On a un choix à faire, mais c'est souvent fait de manière tellement subtile qu'en fait, on n'y voit que du feu quand on est charmé par un pervers narcissique, par exemple. Et c'est là que c'est intéressant d'aller creuser un petit peu et d'aller travailler sur nos propres blessures, nos propres failles, justement, pour avoir ce choix conscient de dire oui, j'ouvre ou non, je ferme. En fait, l'idée de ce qu'il faut retenir de l'invitation, c'est que c'est un acte de souveraineté finalement. C'est c'est de savoir que tu peux fermer la porte à tout moment. Même quand tu l'as ouverte, c'est jamais trop tard en fait. Tu peux toujours refermer. Ce que tu as accepté hier, en fait, tu peux le refuser aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de transmettre sur cette notion d'invitation. Parce que voilà, c'est encore tellement actuel, ça, c'est de se dire, bah, voilà, j'ai eu une conversation, ça m'a pompé toute mon énergie, je suis au 36e dessous, bah oui, Oui. et oui, parce que tu as eu affaire à un vampire, finalement, ou une vampire, et donc, inconsciemment, tu as ouvert la porte, mais il y a des techniques qu'on peut vous apprendre aussi, hein, pour justement ne plus laisser les vannes ouvertes. C'est le but de l'atelier de Tout à lundi. fait, tout à fait, il reste de Non, la place, hein, si ça vous intéresse. mais, Et, mais non, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que très souvent, je le vois aussi en consultation, les gens me disent, ouais. je n'ai pas le choix. Si on Oui, peut tout laisser, en fait, on donne la permission aux personnes d'entrer dans notre vie ouais. et on peut aussi choisir de mettre des barrières, de mettre de l'ail De pour mettre de se l'ail, voilà. mettre de l'ail. Ouais, mais c'est intéressant. Et puis, bah pour continuer hein, dans cette dynamique, je voudrais revenir sur les crocs. Les crocs, c'est l'arme principale du vampire, hein, c'est la morsure. Et donc, les crocs, ça vient nous parler d'une intrusion, d'une pénétration énergétique, hein, clairement, d'une prise de pouvoir sur l'autre. La morsure, c'est le baiser vampirisant, la fausse affection, les fausses amitiés, les fausses relations, même en famille, entre collègues, etc. On est vraiment là-dedans, en fait. Les crocs, ils viennent incarner la faim, la prédation. Qu'est-ce que je veux que tu as? Hein, tu possèdes quelque chose, un poste, une place, une lumière, une mise en avant que je veux. Comment je peux te faire du mal? C'est ça, le vampire, il fonctionne comme ça. Et donc, comprendre ce mécanisme-là, ça va vous permettre de vous protéger. Parce que cette blessure par pénétration, en fait, ça peut être une parole, ça peut être une emprise affective, ça peut aussi être une emprise sexuelle, hein, il faut en parler. Nous, on n'a pas de tabou avec ça. On est pour justement lever les voiles sur ce sujet. Et en fait, l'emprise sexuelle, elle est aussi très forte chez les hommes et chez les femmes. Et les crocs viennent vraiment parler de ça. Donc en fait, ça nous renvoie à toutes ces fois où on n'a pas su se défendre, où on n'a pas su dire non, on est vraiment dans le consentement aussi. Il y a peut-être des lignées, des mémoires où en fait les corps ou la volonté, eh bien, n'ont pas été respectés. Donc en fait, les crocs, c'est un appel, hein, si cette notion chez les vampires vous parle, c'est cet appel en fait à récupérer eh bien, votre intégrité. Voilà. C'était important. Après, j'en ai quelques-uns. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ce soit trop trop long. Mais Très intéressant. la soif, rapidement, la soif, ça devient un symbole fondamental hein, avec l'avidité, l'attachement qu'on n'a jamais reçu. Hein. La soif, c'est ce besoin d'amour, de reconnaissance, d'attention, de validation. La soif, en fait, c'est le trou béant. De l'enfant intérieur ou de l'enfant qu'on a été, qui n'a pas été nourri en fait comme il en avait besoin. Donc voilà, ça peut être émotionnellement, matériellement, affectivement, mais ça ramène à des blessures d'enfance. L'envie, en fait, on est dans cette quête, dans cette attente d'affection, ce besoin, et en fait, on va venir vampiriser les autres, ou on va vampiriser justement parce qu'on a tellement souffert. Le vampire énergétique va venir prendre ça.
chez l'autre parce qu'il en a cruellement besoin. Il faut pas se laisser, hein. C'est pas parce que des fois on se dit, on a le syndrome du sauveur aussi, se dire, oh, il ou elle a tellement galéré dans son enfance que je peux pas le laisser tomber. Non, tu peux pas le laisser tomber, mais tu peux pas tout prendre sur toi. C'est-à-dire que tu peux l'aiguiller pour qu'il puisse prendre soin de lui, mais s'il a envie, il le fera. S'il a pas envie, il le fait pas. Mais tu dois pas te sacrifier. On est dans cette notion de sacrifice. Tu ne te sacrifies pas parce que l'autre est dans cette faim, en fait, hein, cette soif. On a aussi le charme hypnotique parce que tout ça, ça se fait, c'est un des pouvoirs du vampire, hein. Tout ça, ça se fait de manière insidieuse, progressive, hein. Au début, tu vois, ils ont des techniques, ces pervers inconscientes, hein, mais c'est un charme qui va être étrange, qui va être lent, envoûtant. On va se dire, mais on n'a jamais ressenti ça avant, on n'a jamais eu autant d'amour. Mais à la fois, en fait, ce charme, c'est ce pouvoir qui te fait croire que tu veux ce que l'autre veut, alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu vois? Et en fait, on apprend à faire bonne figure, à ne pas dire non, à se soumettre et tout ça parce que on veut garder cette illusion d'amour et de cohésion. Tu vois? Et des fois, Mhm. il faut relever la tête pour voir vraiment ce qui se passe. Donc, Ouais, c'est manipulation, te dire ah bah finalement est-ce que j'ai aussi l'estime de soi et le jugement qu'on peut porter aussi, se dire est-ce que j'ai raison? Non ouais, mais l'autre si l'autre le dit, c'est que ça doit être vrai et toujours ce côté estime, valeur, se bien donner de sûr. la valeur, se légitimiser aussi au niveau de ses ressentis. Ça cache des blessures profondes, mais on reste dans les Ouais, blessures, on reste dans et le vampire, il va aller sans forcément d'ailleurs avoir des canines. C'est vrai qu'on là aussi c'est pareil. Je crois avoir oublié deux ou trois petites choses, mais les canines. Elles sont pas forcément omniprésentes, tu vois. On peut voir dans certains films, oui, oui. où voilà, mais ils viennent s'abreuver et il y a ce côté, je viens dans le coup aussi. Et oui, Le coup, je m'accroche telle une sangsue absolument. mais bah après voilà, c'est super Ouais, ouais, passionnant. ouais, mais c'est intéressant. Et pour finir, je vous ordonne deux très très rapidement. Le crucifix inversé. Alors là, celui-là, je l'adore. Fallait que je le sorte quand même. Il est moins présent que les autres, mais quand même, c'est l'inversion du sacré. C'est la perversion des valeurs, mais surtout, c'est la provocation. La provocation, c'est aussi un cri, en fait, hein, de celui ou de celle qui a été blessé parce qu'il devait le protéger. En fait. Donc ce crucifix inversé, fallait que je le sorte. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que, voilà, parce qu'on est encore dans un monde, même si au niveau spirituel, dogmatique et tout, ça évolue, etc., c'est quand même encore très ancré et c'est un symbole qui a été repris notamment dans la musique, etc. Voilà, ce crucifix inversé, c'est vraiment... En fait, se dire, ben, je me révolte, en fait. Je suis censée être protégée par quelque chose et en fait, non. En fait, je suis pas protégée du tout, c'est un leurre. Et donc, voilà, ce symbole-là, il me semblait sympa à placer. Et puis, bah, la notion d'éternité. En fait, le vampire, il peut être vaincu, hein, mais si on vient pas lui planter le pied dans le cœur, lui couper la tête, etc., ou lui balancer des balles d'argent, en fait, il est éternel. Et donc, c'est vraiment cette notion de lignée figée, de répétition transgénérationnelle, de répétition karmique, en fait. L'éternité, c'est que tant qu'on n'ose pas affronter son ombre, eh bien, ça se répète. Voilà, donc je voulais terminer sur l'éternité pour justement vous inviter voilà, à comprendre ça, en fait, ces schémas répétitifs continuent à perdurer, on se les transmet de génération en génération, justement parce que on a tellement peur qu'on n'ose pas affronter notre ombre. Voilà. Et c'est un beau message, l'éternité, on a tout le temps pour l'apprentissage. Aussi, C'est pas parce qu'on se fourvoie à aimer un vampire énergétique qu'on le fera pour l'éternité. tout On à va fait. apprendre. C'est ça. C'est Mais, bah, c'est super en tout cas. Bah, merci, j'ai appris beaucoup de avec choses. plaisir. Ok, est-ce Alors, que maintenant on passe à la notion du comment on va reconnaître un vampire? alors, Est-ce que t'en es là? bah ouais, comment Ouais? devenir un vampire? Alors, il y a plusieurs façons. Alors là, c'est pareil. Il y a le mal mort. Mais ça, alors je vais y revenir assez rapidement parce qu'on en a parlé déjà. Les concepts de bonne et mauvaise mort. Donc les suicidés, Ouais. les assassins, les hérétiques, voilà.
Et puis, il y a aussi les transformations. Alors, une malédiction. Il peut y avoir une sorcière, voire le diable, en fait, qui vous a transformé de vivant, ou alors, enfin, qui vous a donné une malédiction, je veux dire, de vivant, et vous allez la subir dans la mort. Ouais, oui. On peut aussi avoir, vous faites votre rituel de catholique, orthodoxe, enfin bref, tout se passe bien, et là, vous avez un chat qui grimpe sur votre cercueil. Et là, on dit que c'est le diable qui va vous prendre votre âme. Donc c'est voilà, ça peut être vraiment des petites choses comme ça que vous n'avez pas du tout appréhendées, mais qui peuvent bah, vous ruiner votre mort finalement. Donc, on peut aussi avoir dans cette transformation des signes de naissance. La personne, elle a eu une vie très pieuse, tout s'est bien passé, elle s'est mariée avant de consommer son union, voilà. Mais on sait très bien que bah, par la suite, il faudra donc bah, lui mettre un pieu dans le cœur. Alors, j'y reviendrai par rapport au rituel de protection, de prévention, tout ça, on verra. Mais donc, comment devenir un vampire? Donc, il y a ces deux cas de figure. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Après, il y a les... Bah non, 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 moi c'est plutôt, je rebondirais sur comment reconnaître un vampire chez l'autre, chez soi. Et puis voilà, quelques pistes pour comment se libérer. Mais vas-y, continue. D'accord. Alors justement, alors on va aller sur le... Alors excuse-moi parce que c'est un bordel pas fini, j'ai plein de petites notes partout. Ok. Alors on va passer justement au rite de Ouais, protection, de prévention. Alors déjà, on va parler des rites funéraires. Alors l'objectif de tout ça, c'est le repos de l'âme. Avant toute chose, on veut que la personne, elle aille au paradis, peinarde. Et donc, on va devoir avoir des rites conformes à la religion. Donc bien enterré, la messe, la cérémonie, c'est de ça dont je parle. Quand il y a des cas à risque, on va mettre de l'ail dans la bouche pour éviter que la personne ne grignote son linceul. Et oui, ok, rappelez-vous les personnes qui reviennent ou qui peuvent aussi vous tuer en grignotant le linceul ou alors revenir voilà, dans le monde des vivants. Et puis, on va essayer d'éviter les malveillances du diable comme on peut. Parfois, on n'y arrive pas. Donc, si le mal est fait, on va avoir cette invitation qui nous protège. On en a ouais, parlé. oui, oui, On va avoir donc la gousse d'ail qui repousse le vampire, mais on peut mettre du sel. Vous savez, ouais, comme les entités oui, démoniaques, on peut mettre aussi du sel. Et devant la porte pour être sûr d'être tranquille. On va avoir aussi les miroirs qui vont nous permettre de voir si la personne a réussi à rentrer. Eh bien, si on ne voit pas son reflet, là, on sait qu'on est en face d'un vampire. Et les symboles religieux, ça, on en a parlé, pardon. On en a parlé, donc, qui vont protéger si le vampire entre dans notre demeure. oui. Mais pour tuer un vampire, comment on fait? Comment on fait? Alors, on a donc constaté une activité vampirique. Donc, on va mettre un pieu dans le cœur. Alors, le pieu, souvent on se dit le pieu, c'est pour tuer le vampire, mais c'est aussi le clouer. T'en parlais justement, être cloué dans À la ton lieu terre? de vie, voilà. Ouais. Eh bien, là, c'est vraiment pour clouer au cercueil pour que la personne ne bouge pas. C'est plus ça le pieu à la base. Ah, oui, ouais, ouais. Après, si on n'est pas sûr, il y a la décapitation. Donc là, on va mettre, mais c'est pas fini. On va mettre donc la tête entre les pieds pour D'accord, être sûr que la personne ne puisse pas mâcher son linceul. Toujours ce satané linceul. ouais, On peut rajouter une pierre sur le corps pour être sûr qu'il bouge pas. d'accord, C'est pas fini. Alors on peut mettre aussi de l'ail dans la bouche, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si on n'est pas sûr, là, on passe à la chose radicale de brûler le corps. Et ce n'est pas tout. S'il y a eu des victimes déjà au sein de la famille ou du village, donc on va faire brûler le corps. Les cendres, on peut les récupérer, on peut donc les faire boire avec de l'eau aux victimes pour que la d'accord, malédiction, parce qu'on peut être aussi maudit oui, si on a été comment, mordu par un vampire. d'accord. Donc Et le fait de boire les cendres, qu'est-ce que ça fait du coup? ça enlève la malédiction D'accord. avec les cendres. Donc du Et coup, la victime ne devient pas vampire à son tour, c'est ça? exactement, voilà. Ok, Ou n'est pas malade ou ne meurt pas, voilà, dans d'atroces souffrances en fonction des rites. d'accord. Et on a aussi la possibilité de mettre les cendres dans de l'eau vive. L'eau vive qui déplace tout. D'accord? Intéressant ça. Ouais. Et puis, sinon, on a aussi les Buffy, les chasseurs, chasseuses de vampires. Alors, ça pouvait être des dampires. Alors, des dampires, c'était des enfants moitié humains.
Oui. moitié vampire. Très souvent, Ah, c'était le vampire masculin qui allait mordre une femme, qui mourait. oui. Donc le vampire, il voulait se venger. Alors, on a le cas aussi, j'ai pas cité, mais il y a tellement de films de vampires. Blade. Blade, c'est Ah un, oui. Blade, c'est un vampire et badass. Ouais. Il se venge. Et vous avez aussi, alors, d'Empire, si on reprend l'exemple de Twilight, la fille d'Edward Oui. Cullen Oui, oui. et Bella, elle peut être considérée comme une d'Empire parce qu'elle était encore humaine quand elle était enceinte. Elle s'est fait, voilà, elle a eu le bébé avec Edward qui était vampire. Et donc ils viennent pour se venger. Donc c'était très souvent des chasseurs de vampires, mais on pouvait aussi avoir la vieille sorcière du coin qui faisait office. En fait, elle connaissait tout le monde, les personnes qui étaient mortes la veille, le mois d'avant. Donc, pas besoin de mener l'enquête. Elle connaissait tous les remèdes de grand-mère, donc on lui faisait confiance. Ouais. C'est très souvent elle, la chasseuse de vampires. Voilà pour. C'est génial. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, du coup, est-ce que tu veux que je te donne, moi, la manière de reconnaître un vampire aujourd'hui, peut-être? Bah oui, je veux bien. Alors, comment on reconnaît un vampire aujourd'hui chez l'autre personne? Comment on peut reconnaître un vampire énergétique? Eh bien, c'est si tu es épuisé, en fait, après chaque interaction avec une personne, ça peut être une piste. Pas forcément Mhm, à chaque fois, mais ça peut ramener à des blessures ou des choses comme ça. Mais quand tu te sens épuisé après chaque interaction, si tu as peur, c'est surtout là, en fait, que ça va s'accentuer, c'est si tu as peur de la réaction de la personne, en fait, tu vois. mhm, Et si tu te sens obligé de te justifier, de t'expliquer, en fait, s'il y a ces trois critères, on va dire, eh euh, bien souvent, c'est que tu as affaire à une personne vampirisante, tu vois. mhm, Comment reconnaître en soi cette part vampirisante? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, ah bah moi j'ai peut-être un peu de ça, et qui vont réfléchir aussi sur leur manière de communiquer aussi. Ça peut éveiller aussi des choses dans ce sens-là. Bah, c'est quand tu manipules en fait pour te sentir aimé. Est-ce que tu vas avoir tendance à faire du chantage, à te mettre à pleurer? Tu vois, ça peut être aussi un signe. Est-ce que tu refuses aussi que l'autre change ou s'éloigne de toi? Tu vois, des fois on évolue différemment et c'est ok et on peut s'entendre dans peu importe la nature de la relation, hein, familiale, amicale, amoureuse, etc. Parfois, quand on manipule avec du chantage émotionnel, qu'on refuse que l'autre change ou s'éloigne de nous, et qu'en plus que tu te sens vide en fait quand tu n'es pas au centre de l'attention hein, de cette personne, de son univers, etc. Bien souvent, c'est qu'il y a des choses à les libérer en fait et à guérir en toi en fait, hein, c'est ça. Parce que la jalousie, l'envie, le ressentiment aussi, bah, sont des signes d'un vide, hein, tu vois. Et il y a des personnes qui ont un petit vide comme ça, et il faut travailler les blessures. Et puis il y a des personnes qui ont un très grand vide, un grand manque affectif. Et là, soit il faut s'éloigner, si la personne ne change pas d'elle-même, il faut s'éloigner pour se protéger. Et puis bah, ces personnes-là, si elles ont envie, eh bah, elles peuvent aller travailler, mais elles peuvent pas se reposer sur quelqu'un en fait pour c'est pas l'énergie de l'autre personne qui va faire que la personne sera plus heureuse en fait. C'est vraiment en allant affronter son ombre. Euh, et donc ça peut mener hein, tout ça, cette jalousie, cette envie, etc. Ça peut mener au vampirisme. C'est désirer en fait ce que l'autre vit. Hein, sans se l'autoriser à soi-même, désirer la vie amoureuse d'une personne, la vie amicale d'une personne, la vie professionnelle d'une personne, etc. Quand ça devient envahissant comme ça hein, et que ça amène des grosses émotions, c'est bien souvent que c'est un des signes en fait, soit qu'on se fait vampiriser ou soit qu'on a un peu un petit côté vampirisant. Donc l'idée de la libération en fait, euh, eh ben, c'est de comprendre que déjà, faut reconnaître le lien. Soit j'ai trop donné en fait, si j'ai affaire à un vampire symbolique évidemment, bah, j'ai trop donné, stop maintenant, c'est stop. Je peux pas t'aider à ta place. Ou alors, j'ai trop pris. Parfois, on se rend compte que dans une relation parent-enfant ou voilà, que sais-je, j'ai trop pris. Là, stop aussi, il faut que je me ressaisis, j'observe, je vois ce qui s'est passé en fait. Je prends mes responsabilités.
C'est aussi la rupture symbolique. Comment on se libère? Bah, par des rituels. Ça, on va l'apprendre en fait dans l'atelier parce que il va y avoir le tirage des cartes dans l'atelier. Il va y avoir aussi un éclairage transgénérationnel, inconscient. Mais vous repartez aussi avec un rituel personnalisé. On peut vous aider aussi à apprendre à faire ces rituels. Ça peut être des choses vraiment très très simples. Et puis l'auto-nourrissement aussi, c'est de se dire que c'est pas chez l'autre que je vais trouver mes ressources. Il faut apprendre aussi à retrouver sa propre source, son énergie personnelle et sa lumière. Et donc ça me semblait important de le souligner bah, pour terminer ma partie en fait, hein. C'est que les clés de transformation, c'est d'oser voir l'ombre pour la libérer, d'oser affronter sa propre part vampirique, et puis se redonner le droit à la lumière, à la clarté et à l'évolution, et surtout reprendre sa souveraineté. C'est-à-dire que quand on est victime d'un vampire, on peut fermer la porte, hein. Ça prend peut-être parfois du temps parce que si on a été happé par ce vampire, c'est parce qu'on a aussi des blessures en nous. Donc il faut un peu de temps aussi pour se libérer. Mais c'est possible, hein. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, de se dire que on n'est plus la proie en fait, ni le prédateur hein, d'ailleurs dans l'autre sens, hein. Mais c'est que en fait on est un être vivant, lumineux et souverain et qu'en fait on a cette possibilité de se retrouver. C'est pas une fatalité que d'attirer tout le temps des personnes vampirisantes. C'est possible de s'en sortir. Je voudrais vraiment terminer sur ce message positif, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont connu des relations comme ça, notamment dans les relations amoureuses, hein, bah, toute leur vie en fait. Et c'est douloureux parce que ça répète, il y a un schéma qui se répète. Donc peut-être que dans l'histoire, dans l'enfance, dans la lignée, il y a peut-être des mémoires qui fait qu'on a attiré ces personnes-là, hein. Inconsciemment, on s'est laissé happer par ça, mais que en fait, c'est possible. On peut guérir de ça, on peut couper cette chaîne de répétition. Et il est jamais trop tard pour être heureux, à n'importe quel âge. Donc, Bien sûr, ouais. effectivement. On le voit des fois des personnes qui ont l'impression qu'ils le disent, pareil en consultation, je stagne, mais de toute façon, je répète toujours ce schéma. Pourquoi ces gens viennent à moi? Ouais, Et je dis toujours, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même. Oui, parfois, on répète des choses. C'est embêtant, on a l'impression de perdre notre temps, notre énergie, et mm, c'est le cas, on perd notre énergie, mais le temps, c'est quelque chose. Alors quand on voit les vampires, je pense à différents profils de vampires qui ouais, apprennent aussi, qui peuvent être impulsifs quand ils sont jeunes, jeunes vampires, et qui après apprennent à se maîtriser. Il y a aussi ouais. ça, ne pas être trop toxique pour les autres, mais il y a le côté, le temps est notre ami et notre Mm. allié. Et Et on oui, apprend les choses. Et ouais, parfois, oui, on a cette ombre en nous et les autres peuvent avoir aussi cette ombre en eux. Mais c'est la vie qui est un terrain de jeu et qui nous apprend des leçons. Et voilà, ne pas être trop difficile avec soi, à se dire, ah oh oui, là là, je ne comprends bien rien. du C'est que tu as d'adultère. encore une blessure. Voilà, c'est un traumatisme. Des traumatismes, bah, si ça se guérissait en une séance, ça se saurait. Mais parfois, c'est plus rapide. Parfois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède miracle. Parfois, c'est pas le moment aussi. Donc, voilà, il y a des choses on ne en fait, on ne maîtrise rien. Et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est que on a, par rapport, on vit une histoire. Et Oui. cette histoire, vous savez, c'est comme, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a les jeux de rôle, des histoires, on peut changer le chapitre. Je sais pas si tu connais. Ah oui, c'est l'histoire dont tu es le héros. Ouais, c'est génial Oui, ça. voilà. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis l'histoire, bah, elle peut être très différente. Ouais. Elle peut se rejoindre en des points. Mais des fois, ça prend plus de temps. Parfois, des cycles se coupent radicalement. Enfin, voilà, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Non. Pas, voilà, même si on met tout l'ail qu'on veut, il n'y a pas de recette unique. C'est ça, c'est très beau ce que tu dis et c'est vrai que voilà, enfin faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que les relations vampirisantes, c'est épuisant parce que forcément on nous vide de notre énergie. Ça vient aussi, la personne elle perd sa confiance en elle, elle perd d'estime aussi, hein, parce que souvent des personnes qui sont rabaissées qui sont bah, sous la domination, donc qui se sentent moins que rien. Et comment dire, et c'est important de dire que on a chacun et chacune notre valeur, on a chacun notre parcours, chacun, chacune nos blessures. On n'est pas responsable des blessures euh, des autres, hein, de leur parcours, notamment familiaux, etc. Et qu'on n'a pas à prendre sur nous.
les blessures. On a assez chacun et chacune en fait avec eh bien nos défis et et comment dire voilà, on n'évolue pas tous en même temps. On a le temps et donc bah voilà, c'est de pouvoir pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et ça prend du temps, c'est étape par étape mais le jour où on arrive à libérer déjà une bonne partie, on commence, la lumière revient par petites touches et en fait, on se sent un petit peu mieux. Et puis la semaine suivante, encore un petit peu mieux, le mois suivant. Et quand une année s'est écoulée, 2 années, 3 années, on se retourne et en fait, on se dit, mais voilà, j'y suis arrivée, mais il faut être patient et indulgent avec soi-même. Tout à fait. Et est-ce que tu as autre chose à ajouter, ma Cindy, Ah pour... oui, non, non, c'était Ouais, intéressant par rapport au fait qu'on ne voit pas, c'est progressivement, c'est important d'expliquer ça aux gens, parce que oui, quand on dit oui, ça va aller beaucoup mieux, vous allez soigner cette blessure, mais ça se fait en palier. Et absolument. c'est un apprentissage, et ça ne veut pas dire qu'on va galérer pendant des années, même si le chemin est long, il va y avoir beaucoup de passages heureux, des fois des petites rechutes, c'est possible, mais en Ouais. tout cas, c'est pas le bagne. On Non. peut aussi avoir des étapes, gravir. On ne les voit pas forcément parce qu'on est exigeant, mais on a cet apprentissage qui fait que la vie devient de plus en plus douce. C'est ça, et ces moments de bascule, en fait, parfois la vie n'est pas, le quotidien n'a pas changé du tout au tout d'un seul coup, mais en fait Oui. on a des petits moments de bascule intérieure où on se dit, ah, Mm. voilà, j'ai mieux géré cette situation, j'ai mieux géré ça, je me sens un peu soulagée, pas complètement, mais un peu. En fait, c'est tous ces petits moments de bascule qu'il faut célébrer. En fait, on voudrait que tout aille vite et que ce soit balayé comme ça, que ce soit juste du passé. Mais en fait, il y a aussi un intérêt à ce que ce soit par étapes, c'est de pouvoir comprendre, de voir, parce que quand ça arrive trop vite, euh, on comprend pas ce qui s'est passé, on peut pas tout libérer. Et notre inconscient, il veut nous protéger aussi, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il libère pas tout d'un coup, il libère pas toutes les mémoires, tous les traumatismes, etc. d'un seul coup, parce que voilà, faut y aller par étapes. Et c'est en passant par une étape qu'on peut accéder à une autre, et ainsi de suite, un niveau à Et la fois. d'ailleurs, tu sais, tu es Ouais, en train de parler et il y a un concert à côté de chez moi et c'est ouais. Highway to Hell, chemin vers l'enfer. Ah, tu vois? J'ai beaucoup rire. La Ouais, conclusion. Voilà, je n'ai rien d'autre à conclusion. rajouter. Eh ben écoute, pour conclure, eh bien voilà, avant de vous quitter, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence sur 3 Nuits Diffusion, votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous. Et puis on espère, je suis sûre que Cindy, tu vas me rejoindre, et bien que cette émission vous aura donné des pistes pour vous donner envie d'aller plus loin en fait dans l'exploration du sujet, et puis pour vous comprendre aussi. N'hésitez pas à nous laisser aussi en commentaire en fait ce que cette émission a éveillé en vous, ça nous intéresse, on lit vos commentaires. C'est Et puis je toujours voulais te enrichissant. remercier aussi Cindy. Oui, dis-moi. Pardon, c'est toujours enrichissant d'avoir vos commentaires aussi. Oui, Ça nous fait aussi grandir bien sûr. dans nos pratiques. Donc, c'est un échange. C'est bien, n'hésitez pas. On est toujours Ouais. heureux de vous lire. Et puis je te remercie aussi Cindy pour ton éclairage, pour ce travail monumental que tu as fait pour nous parler du vampire à travers les siècles. C'est vrai que là, en l'espace voilà, d'une heure, 1 heure et demie, on a parlé de ça, mais en fait, c'est des heures de recherche, de lecture, d'écoute, et tu nous l'as transmis vraiment très très bien. Je suis ravie toujours de collaborer avec toi parce que au-delà de nos échanges amicaux et tout ça, il y a aussi cette connexion par rapport au sujet qu'on fait, et on a des très beaux retours aussi sur les prises de conscience que ça peut faire. On avait fait une conférence sur la Dame Blanche, sur les pactes diaboliques. Là, sur les vampires, on espère que ça pourra aussi vous ouvrir des portes. Mais voilà, un grand merci à toi, Cindy, pour le boulot de recherche que tu fais à chaque fois. Oh bah merci à toi aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi un boulot considérable et j'adore notre alchimie, j'adore ce fait de jongler avec nos différents outils Ouais, au final. Hein, oui, et complètement. d'ailleurs, j'aimerais rajouter le fait que tu es une excellente numérologue aussi et que j'ai Ah, eu le c'est plaisir adorable. de voilà, c'est le moment où on se lance des fleurs, Hélène. Ça fait Et du voilà, bien. et donc tu fais des thèmes aussi numérologiques. Ouais. Et voilà, j'ai vraiment appris énormément sur moi. Donc là aussi, la symbolique et les nombres, Ah oui, absolument. tu Et d'ailleurs, arrives. c'est très raccord avec, voilà, parce que toi, enfin, on est complémentaires aussi à ce niveau-là. En fait, tu apportes, toi, le côté astrologie,
numérologique et en fait on y voit mais des corrélations assez époustouflantes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir ce que fait Cindy, son travail et tout ça parce que c'est assez fou quand même, hein. La symbolique, elle est partout. Elle est dans les planètes, elle est voilà, dans les nombres, elle est dans le quotidien, dans les symboles. Mais ouais, ouais, ouais. On a hâte de vous rencontrer aussi en séance, lors de nos ateliers et tout ça. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, partager avec nous, parce que c'est un échange aussi toujours enrichissant. Donc on sera ravis de pouvoir vous rencontrer. Oui, bah oui, n'hésitez pas parce que c'est toujours rencontre d'être humain en être humain, c'est important dans une Ouais, nouvelle comme on pourrait dire aujourd'hui on parle beaucoup des ordinateurs, de ouais, l'intelligence l'ère numérique. artificielle, Ouais. etc. Mais c'est important aussi d'avoir ce contact humain et puis de pouvoir échanger. Et donc merci encore à toi Hélène parce que voilà, j'ai passé un bon. Merci. Merci à vous toutes et tous. Merci à toi, Cindy. Je vous souhaite une douce soirée, une belle nuit. Et puis, je vous dis à bientôt pour explorer une autre facette de l'âme à travers d'autres histoires aussi effrayantes que révélatrices. Bisous tout le monde et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.